Et on commence tout de suite cette soirée avec cette question. Pourquoi souhaitez-vous ce soir être candidat à la présidence de la République? Et en vertu du tirage au sort, c'est vous, Ségolène Royal, qui répondez la première. Je suis candidate pour faire gagner la gauche et ensuite pour faire réussir la France. Je suis candidate parce que je crois à la volonté politique, y compris en économie. Trop longtemps, on a expliqué aux Français que l'économie, c'était compliqué, que c'était une affaire de spécialistes ou de chiffres. Je crois qu'il est temps que les Français reprennent la main sur l'économie pour que celle-ci ne soit pas au service de l'économie, mais au service de l'humain et du bien-être. Je pense que les Français aujourd'hui sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas les mutations du monde dans lequel ils vivent et qu'ils ont envie de redonner du sens à leur travail. Alors il s'agit de mettre fin au désordre des choses, au désordre de la précarité qui sape la valeur travail, au désordre de la baisse du pouvoir d'achat qui sape la confiance en soi, à l'anarchie financière qui sape la vraie valeur économique et au désordre de l'environnement qui met en cause l'avenir de la planète. Et si l'on met fin à ces désordres, alors on mettra en place un ordre économique, social et environnemental juste. C'est cela l'objectif aujourd'hui de la prochaine échéance des élections présidentielles. Et cet ordre économique, social et environnemental juste, je veux le construire avec les Français. Je n'ai pas aujourd'hui réponse à tout. Ce que je veux, c'est redonner du sens, redonner une cohérence pour que chaque Français, là où il est, dans son milieu de travail, comprenne sa place dans l'entreprise et sa place dans la société. Je pense aussi que nous sommes capables de réconcilier les Français avec l'entreprise en redonnant de la valeur au dialogue social. C'est là, à mon avis, que se trouvent les réserves de productivité les plus importantes. Merci. Alors éducation, recherche, écologie, ça me paraît assez proche de ce que vous avez évoqué il y a quelques instants. Vous êtes pratiquement d'accord finalement sur ces méthodes pour relancer la croissance, Ségolène Royal. Dans la cohérence de ce que je disais tout à l'heure, pour relancer la croissance, si je reprends les 3 points qui, à mon avis, et 3 raisons qui expliquent l'appauvrissement de la France, il faut donc réinvestir dans le travail, dans l'innovation et dans l'environnement. Réinvestir dans le travail, pourquoi ? C'est assez simple. Il y a aujourd'hui 3 millions de Français qui sont exclus du marché du travail et de l'autre côté, des entreprises qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Pénurie d'informaticiens, d'ingénieurs, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine du bâtiment. Et donc, si l'on rapproche les offres et les besoins, c'est-à-dire si on donne à chacun de ces 3 millions de Français qui sont exclus du marché du travail la formation professionnelle nécessaire pour se remettre sur le marché du travail, alors, écoutez bien, on obtient le résultat suivant. Aujourd'hui, le taux d'activité de la France pour les Français âgés de 16 à 65 ans est de 63%, c'est-à-dire 10 points de moins qu'au Danemark. Et donc, si on remet sur le marché du travail, grâce à une formation professionnelle adaptée aux besoins du développement économique, on a à ce moment-là une réduction des déficits sociaux, puisque par ce seul fait, si l'on augmente, si l'on s'alignait sur le taux d'activité du Danemark, on aurait des comptes sociaux qui seraient excédentaires de 35 milliards d'euros au lieu d'un déficit actuel de 11 milliards d'euros. Et notre produit intérieur brut, avec les limites que j'ai évoquées tout à l'heure, serait supérieur de 3 200 € de plus par personne. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de fatalité dans le ralentissement de la croissance et que le premier objectif, c'est l'investissement massif dans la ressource humaine. Le deuxième investissement... L'adéquation, elle ne se fait pas facilement. On sait qu'il y a des métiers que les Français ne veulent pas faire. On va parfois chercher de la main-d'œuvre étrangère. C'est vrai, l'adéquation ne se fait pas facilement. C'est pour ça qu'il faut améliorer ce qu'on appelle, d'un mot un peu complexe, l'employabilité des Français, c'est-à-dire qu'on leur donne une formation professionnelle. Nous le faisons d'ailleurs au niveau des régions, une formation professionnelle personnalisée, avec un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l'économie. Et c'est ce travail-là qui a été fait dans les pays nordiques et qui explique ce taux d'activité. La deuxième priorité, c'est l'investissement massif nécessaire dans l'innovation et de la recherche. Nous sommes à la moitié des Suédois.
en termes d'investissement dans l'économie de la connaissance, des nouvelles technologies, et donc il faut absolument rattraper notre retard dans ce domaine. Et enfin, c'est l'investissement aussi massif dans l'environnement, puisque c'est là que se trouve aussi un certain nombre d'emplois du futur et les conditions d'un développement durable. On estime en France de 500 000 à 1 million d'emplois le nombre d'activités, d'emplois actifs que l'on pourrait créer dans ces domaines. Donc, des petits boulots ? Pas du tout. Au contraire, du travail de haute qualification. J'ai créé par exemple dans ma région un pôle de compétitivité sur les éco-industries. Ça touche tous les secteurs. Les nouveaux matériaux, le bâtiment, les énergies renouvelables, les biocarburants. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de retard souvent, c'est-à-dire que l'État n'assume pas suffisamment sa responsabilité. Un exemple, il y a 2 ans, nous avions en région la possibilité de construire une usine de biocarburants parce que nous détenions le brevet. L'autorisation nous a été donnée par l'État qu'il y a simplement 8 jours. Je veux dire par là qu'il faut aussi que la France reste leader dans les domaines de pointe et ne soit pas à la traîne des autres pays parce que nous en avons la capacité et la matière grise. Il y a cet objectif du projet socialiste, 5% de taux de chômage, c'est-à-dire en gros le retour au plein emploi. Après toutes ces années, on a envie de vous dire, vous êtes magicien ou vous, magicienne, Madame Royal, pour espérer y parvenir ? Pas magicienne, non, mais c'est la France qui est magicienne. Je crois que la France a beaucoup de talents qui sont aujourd'hui verrouillés, étouffés, dans une espèce de bureaucratie tatillonne. On le voit dans les régions de France. Moi, je voudrais vous montrer la carte des pôles de compétitivité des régions françaises. Il y a ici d'ailleurs Jean-Jacques Kéran, le président de la région Rhône-Alpes. Et vous voyez que nous avons mis en place des pôles à dimension mondiale. Une initiative du gouvernement Raffarin d'ailleurs, les pôles de compétitivité. Une initiative de tout le monde, je vais vous dire. Aujourd'hui, ce sont les régions qui ont la compétence économique. Ce sont elles qui ont rassemblé les entreprises, parfois 200, 300, 400 entreprises, avec les laboratoires de recherche, la formation en amont, en aval. Et moi, je pense que la France de demain, c'est cette France des pôles de compétitivité, c'est-à-dire là où se trouve la matière grise, la transformation industrielle et les synergies entre les entreprises qui vont de la recherche jusqu'au produit final. Donc vous voyez par exemple chimie, environnement, nanotechnologie, dans la médecine, dans la région parisienne, Meditech Santé, la mer, la sécurité, la sûreté, les énergies renouvelables, le bâtiment, les éco-industries, je les ai citées tout à l'heure. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le potentiel économique, il existe. Et moi, si je suis élu, je réunirai l'ensemble des régions de France, parce que la totalité des régions de France, c'est la France, précisément. Et aujourd'hui, nous sommes verrouillés, je l'ai dit à l'instant, dans une bureaucratie tatillonne. Il nous faut 2 ans, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir une décision de l'État pour avancer sur des créations économiques. Eh bien, moi, je régionaliserai entièrement l'aide aux filières économiques et aux pôles de compétitivité. Car je crois que la création d'emplois, c'est quand chacun est à sa place. Il n'y aura pas de régions délaissées les unes par rapport aux autres ? Non, parce que l'État assurera la péréquation entre les régions. Ça, c'est le rôle de l'État. L'État assurera l'investissement dans la recherche fondamentale, continuera à assurer l'investissement dans la recherche. Mais je transférerai aux régions pour qu'elles tirent toutes dans le même sens. Et lorsque l'État va tirer dans le même sens que les régions pour créer les activités et les emplois de demain, alors nous serons efficaces. Alors qu'aujourd'hui, pour des raisons, je pense, un peu politiciennes, un peu bureaucratiques, ultra centralisées, c'est toute une série d'énergies qui ne sont pas déployées sur les territoires. La seconde chose, je pense, au-delà de cette dimension régionale et interrégionale, c'est qu'il faut aussi travailler au plus près du micro-local. Je pense qu'il y a un potentiel dans le microcrédit, dans l'aide immédiate donnée aux toutes petites entreprises. Nous avons par exemple créé les bourses tremplins qui permettent à des jeunes de créer immédiatement leurs entreprises dans le domaine des services, de la culture, du sport, de l'artisanat, du commerce. Et en 1 an, nous avons créé 2000 micro-entreprises qui sont relayées avec le microcrédit puisque nous avons signé une convention avec l'ADI. J'en termine. Et donc je propose que nous généralisions au plan national ces ateliers de la création dans tous les quartiers du territoire où directement chaque personne qui crée sa petite entreprise reçoit un chèque de 2 000
à 10 000 euros, plus un relais sur le microcrédit. Enfin, je crois aussi brièvement, je pense qu'il y a un espace sur l'économie solidaire, qu'on oublie trop souvent. C'est-à-dire que pour les gens très éloignés de l'emploi, dans toutes les entreprises d'insertion, et je pense dans le domaine de l'environnement, où je suis allée récemment dans le nord de Serres avec le président d'Emmaüs, voir une entreprise de 300 salariés, vous entendez, de 300 personnes, pour recycler les ordinateurs et pour recycler les téléphones portables. Il y a un espace sur l'économie sociale et solidaire aussi qu'il faut relancer. Et puis j'aurais voulu évoquer, bien sûr, la création d'emplois par des stratégies européennes, mais ça sera pour la prochaine question. Peut-être à l'occasion du troisième débat. Il ne m'a pas échappé tout à l'heure, et on est là pour faire respecter l'équité, qu'on ne vous a pas encore entendu sur les 35 heures. Et d'ailleurs, les deux sujets ne sont pas sans lien, puisque certains disent que les 35 heures peuvent accélérer les délocalisations. Ségolène Royal. Alors si je poursuis mon raisonnement dans la cohérence de ce que j'ai dit tout à l'heure, les délocalisations constituent un des désordres dont souffrent les Français. Non seulement ils en souffrent, mais ils en ont peur. Aujourd'hui, par exemple, dans ma région, nous avons à faire face à la délocalisation d'une entreprise qui est pourtant une marque connue de textile. Cette délocalisation, je viens de la suspendre, le préfet vient de la suspendre à ma demande pour 3 mois, c'est-à-dire qu'en rencontrant les salariés, on découvre des comportements patronaux qui sont insupportables. J'ai convoqué le patron qui est de Suisse, qui a racheté cette entreprise, sans doute pour racheter la marque, et qui a organisé la délocalisation en achetant une machine de découpe en Tunisie. Ensuite, il est venu voir ses salariés, il leur a expliqué que son chiffre d'affaires baissait, il fait quand même du bénéfice, mais le chiffre d'affaires baissait, donc que la totalité de l'entreprise allait être délocalisée. Autrement dit, il a racheté une marque qui avait de la valeur et il a volontairement organisé la délocalisation pour ensuite expliquer aux salariés, dont certaines sont là depuis l'âge de 16 ans et qui sont totalement désemparées. C'est une souffrance atroce, une entreprise qui disparaît, parce que c'est une mise en cause profonde et personnelle des salariés qui ont construit et qui ont fait cette entreprise. Ce que j'ai fait et ce que je propose d'étendre au niveau national, c'est désormais de conditionner toutes les aides publiques à l'interdiction de délocaliser si les entreprises font des bénéfices. Je l'ai fait pour les subventions de la région. Je demande et je ferai en sorte que l'État fasse de même. Car pour rester sur ce même exemple d'une entreprise qui prétend se délocaliser pour avoir accès à des plus bas salaires, cette entreprise a bénéficié de 600 000 euros depuis le début de l'année d'allègement de charges sur les bas salaires en France. Et donc, on reboucle sur ce que je disais tout à l'heure. Le jour où les entreprises seront obligées aussi de présenter un bilan social, pas seulement un bilan économique, mais un bilan social, avec la valeur travail qu'elles détruisent ou qu'elles créent. À ce moment-là, les actionnaires verront aussi un certain nombre de choses. Les salariés verront aussi un certain nombre de choses. Et une des solutions pour lutter contre certaines délocalisations, il y en a, c'est vrai, qui sont justifiées. On ne fabriquera plus de t-shirts en France. En revanche, une entreprise de t-shirts qui arrête de fabriquer en France, et j'en ai connu, pour fabriquer ailleurs, elle a la possibilité d'innover dans d'autres types de construction et de création. Il vous reste 30 secondes pour nous parler des 35 heures, Ségolène Royal, sinon vous ne pourrez pas en parler, c'est dommage. C'est que je crois qu'une des solutions aux délocalisations, c'est aussi l'anticipation. Pour que certaines fabrications qui doivent partir dans des pays plus pauvres, dont on a besoin aussi d'assurer le développement, à ce moment-là, si c'est anticipé, je suis convaincue que par l'innovation, on peut déboucher, en utilisant les savoir-faire des salariés, sur d'autres produits à haute valeur ajoutée. Et donc, on retombe sur la nécessité de la qualité du dialogue social dans l'entreprise. Quand je suis allée en Suède voir Ericsson, rendez-vous compte que cette entreprise qui a délocalisé une partie, qui a perdu des marchés et qui a dû supprimer 10 000 emplois sans un seul jour de grève, parce que les salariés ont été associés bien en amont, c'est-à-dire dès qu'il y a eu des problèmes économiques dans un rapport de force syndicale, où 90% des salariés sont adhérents à une organisation syndicale. C'est pour ça que j'appelle aussi en France à la construction d'un syndicalisme de masse, parce qu'à ce moment-là, il y a des convergences au service de l'intérêt de l'entreprise entre toutes les forces sociales dans l'entreprise.
Et c'est la règle du respect qui s'impose. On informe les salariés, on travaille avec eux, on cherche des idées avec eux, on leur explique la nécessité de bouger dans l'entreprise, d'avoir une certaine agilité, et en contrepartie, on leur apporte la sécurité au niveau du revenu et la sécurité au niveau de leur statut juridique dans l'entreprise. Autrement dit, une des solutions aux délocalisations, c'est la modernisation du dialogue social. Et on en revient à la nécessité de stimuler la valeur ajoutée sociale qui est une condition de l'efficacité économique. Là, cette fois, on va sans doute pouvoir parler de 35 heures avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille plus, on travaille moins? Qu'est-ce qu'on fait? On baisse, on augmente les impôts? Voilà pour les fondamentaux du pouvoir d'achat. Tout d'abord, je crois en effet que les Français n'ont pas seulement le sentiment, mais la démonstration que leur pouvoir d'achat baisse. C'est-à-dire, ils ont le sentiment, et parce que c'est la réalité, qu'on leur ment sur l'indice des prix. C'est vrai aussi pour les petits retraités. On parle du SMIC, mais je crois qu'il va falloir donner un coup de pouce sérieux aux petits retraités. On en voit de plus en plus qui ne font plus qu'un repas par jour. Ils savent bien que l'indice des prix qui correspond à un panier moyen. Or, un petit retraité ou une personne au SMIC ne consomme pas comme un cadre moyen. Et moi, je prends l'engagement de remettre de la vérité dans le calcul de la hausse des prix, avec les associations de consommateurs, les associations de retraités et ceux qui sont au bas salaire. Parce que je crois que c'est à partir d'un calcul juste que la parole politique aussi est crédible pour cette revalorisation des bas salaires. La seconde chose, c'est que dans la mesure où j'appelle de mes vœux un dialogue social renforcé avec un syndicalisme de masse, avec l'idée que désormais le contrat, et c'est dans le projet des socialistes, se substituera à la loi. Ça fait partie aussi de la démocratie participative, où les partenaires sociaux se saisissent de leurs problèmes, parce qu'ils sont les meilleurs experts de ce qu'ils vivent. Je considère... Et donc, même démarche sur la durée du temps de travail. Je considère que la proposition du Parti socialiste, c'est-à-dire de convoquer une conférence salariale annuelle, et de faire en sorte que, bien sûr, l'État prenne ses responsabilités en augmentant le SMIC, c'est un signal pour la hausse des bas salaires. Mais en même temps, il va falloir régler les autres problèmes, c'est-à-dire par rapport au sentiment de déclassement qu'on évoquait tout à l'heure. Augmenter le SMIC sans régler le problème de la hiérarchie des salaires va tirer vers le bas tous les salariés qui sont au-dessus du SMIC. Et qu'est-ce que je vois sur mon site Désir d'avenir où j'ai entamé ce débat? Tous les salariés qui sont un peu au-dessus du SMIC se disent « Mais nous, est-ce qu'on va avoir les 100 €? » C'est dire à quel point la négociation salariale est très importante et ne peut pas non plus être déconnectée, conformément à ce que je disais tout à l'heure, de la motivation des salariés au travail. Donc les 100 € tout de suite, ce n'est pas une bonne idée pour vous? Il faut augmenter le SMIC. Alors 100 €, je crois que ça fait 7%, le projet des socialistes dit 5%. Il faut augmenter le SMIC rapidement, mais il faut régler, il faut en discuter avec les organisations syndicales. C'est peut-être 100 €, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus. En clair, c'est pas la mesure phare pour vous en la matière. De la relance du développement économique que l'on aura réussi à faire, et surtout en fonction de l'encouragement des entreprises par une réforme peut-être des prélèvements sociaux sur la façon dont les entreprises peuvent être encouragées à accélérer la progression des salaires. C'est aussi important d'encourager l'accélération, la progression des salaires que de figer un salaire minimal qui va provoquer un écrasement de la hiérarchie salariale. Et donc je crois que c'est l'engagement au long cours et la réalité du pouvoir d'achat du SMIC qui est important. Car si ces 100 € sont immédiatement mangés par une augmentation des prix, et en particulier par l'augmentation du prix du logement et de l'énergie, à ce moment-là, le compte n'y sera pas. Et donc c'est la question globale du pouvoir d'achat qu'il faut régler avec bien évidemment un signal fort sur le SMIC. L'énergie à présent, nouvelle séquence de cette émission. L'énergie, ce qui m'amène à vous parler bien sûr de la fusion GDF-Suez qui sera très vraisemblablement réalisée d'ici 2007. Si vous arrivez au pouvoir, vous annoncez dans le programme du Parti Socialiste la reconstitution d'un pôle EDF-GDF totalement public. On le sait, rien que la renationalisation d'EDF, ça coûterait à peu près 15 milliards d'euros. Est-ce que c'est réaliste, Ségolène Royal ? C'est un objectif en tout cas à atteindre.
car cette question n'est pas seulement financière, c'est aussi une question de principe, d'indépendance énergétique, de préparation des énergies du futur et d'un enjeu majeur pour que la France respecte le protocole de Kyoto et donc aussi participe à la protection de la planète. Ça passe forcément par la renationalisation. Ça passe par la maîtrise publique d'un pôle énergétique qui peut permettre aussi l'émergence d'un pôle énergétique européen de premier plan, mais surtout par la maîtrise de la France, de ce pôle énergétique, de son indépendance énergétique et de son investissement dans les énergies du futur. Nous sommes dans ce domaine extrêmement en retard par rapport aux pays voisins. Ce sont des filières de développement économique très productives en termes de valeur ajoutée et d'emploi. Et donc, la conquête en termes de valeur ajoutée que nous ferons à partir d'un pôle énergétique pourra peut-être compenser ce coût que vous évoquez à l'instant. Aujourd'hui, vous avez vu, l'Institut français de l'environnement vient de publier les chiffres de la dégradation de l'environnement en France. Je crois qu'on ne peut plus continuer de cette façon-là. Et l'engagement que je prends ici, c'est de faire en sorte que la France devienne le pays de l'excellence environnementale. Nous en avons les moyens. Toutes les régions investissent dans ces énergies renouvelables. L'État n'assume pas ses responsabilités, c'est-à-dire ne met pas en place des politiques fiscales suffisamment encourageantes. Il faut qu'elle le fasse. Nous nous faisons doubler par un certain nombre de pays voisins dans ce domaine. L'Allemagne produit 8% des énergies par éolienne, la France n'en est qu'à 1%. Et donc, il y a là des gaspillages en matière de savoir-faire, d'énergie, sans jeu de mots, de matières grises, de formation professionnelle et d'emploi du futur. C'est un défi considérable que nous devons relever et nous en avons les moyens. Alors Ségolène Royal, avant de venir aux inégalités hommes-femmes, quand même, je reviens un instant sur les 35 heures, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Peut-être que les circonstances ou les répartitions des temps de parole l'ont empêché et que vous vouliez le faire. Au fond, vous avez eu un discours assez critique sur les 35 heures en disant que ça a accru la flexibilité. Est-ce que les 35 heures ont été un facteur d'inégalité sur lequel il faut revenir ? Vous savez, moi, ma conception de la politique, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Et non pas se bercer avec des formules ou faire croire qu'il n'y a pas de problème. Les 35 heures ont été un formidable progrès social pour la plupart des salariés. Mais pour une minorité de salariés, elles ont constitué une régression sociale parce qu'elles ont été imposées dans certaines entreprises, par exemple en accélérant les cadences. Et je peux vous citer des cas d'ouvriers sur les chaînes d'abattage qui, au lieu d'abattre 100 porcs à l'heure, en abattaient 150. Donc, vous imaginez dans quel état physique ils étaient à la sortie de la journée. Dans certaines entreprises, les 35 heures ont été appliquées en donnant plus de flexibilité au travail, c'est-à-dire les ouvriers qui arrivent le matin, et on leur dit il n'y a plus de charge de travail aujourd'hui, donc à 14 heures vous rentrez chez vous et ça fait partie de la journée de travail et de la récupération d'heures, donc impossibilité d'organiser sa vie de famille. Et donc, en effet, dans certaines entreprises, les 35 heures ont abouti à une régression de la situation. Alors, partant de ce constat, est-ce qu'on les généralise ? Est-ce qu'on les applique à tous les secteurs ou non ? Mais il faut que les 35 heures aboutissent à un progrès social, à un bien-être nouveau, pas à une régression. Alors en effet, là où elles ont été mal appliquées, il faudra les appliquer correctement pour qu'elles ne soient pas plus coûteuses pour le salarié, qu'elles ne lui apportent davantage. Et puis ensuite, on sait bien pourquoi le cacher. Que dans tout le secteur de la santé, des personnes âgées, de l'accueil des enfants maltraités. Mais donc c'est quoi ? C'est les 35 heures au cas par cas ? Le manque d'emploi qui n'a pas suffisamment accompagné les 35 heures ont abouti à une dégradation des conditions de travail et des conditions d'accueil dans un certain nombre de services publics. Donc il va falloir réparer cela. En y mettant les moyens, il va falloir en débattre, en discuter. Une erreur de la gauche. Non, c'est pas ça, c'est pas une erreur. Je crois que ça n'est pas remettre en cause le fondement des 35 heures. Et d'ailleurs, contrairement à ce que dit la droite, les 35 heures n'ont pas du tout débouché sur une démotivation au travail. Bien au contraire, je crois que ce sont des 35 heures bien utilisées, bien sécurisées et sur lesquelles il y a un investissement dans le facteur travail et dans la qualité professionnelle qui permettent à la fois d'augmenter la productivité de l'entreprise et en même temps le bien-être des salariés. Et donc la diminution du temps de travail est un progrès. En revanche,
lorsqu'elle est mal appliquée ou lorsqu'elle ne s'accompagne pas de création d'emplois suffisante, elle a abouti à une régression. Et ces régressions-là, il faudra les corriger. Je crois que la noblesse de la politique, c'est de faire aussi du pilotage lorsque l'on applique un certain nombre de grandes réformes. Ce n'est pas mettre en cause ces réformes. En revanche, fermer les yeux sur la réalité de la vie quotidienne d'un certain nombre de Français qui entendent un discours politique et qui vivent le contraire, ça dégrade le lien de confiance entre les responsables politiques et les citoyens. Et moi, je préfère un socialisme qui regarde les choses en face, la réalité telle qu'elle est, la façon dont vivent les gens pour prendre en compte leurs aspirations, leurs besoins, leurs frustrations, leur mal-être. Parce qu'être socialiste, c'est répondre à ces frustrations et à ce mal-vivre, plutôt que de réciter des formules pour faire croire que tout ce qu'on a fait était parfait. Aucune action politique n'est parfaite. Et donc, ça n'est pas la remettre en cause. C'est au contraire avoir une exigence de vérité et d'efficacité. Est-ce que vous vous emparez de la question des régimes spéciaux ou est-ce que c'est tabou ? D'abord, sur les propositions concrètes, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Laurent Fabius. Je crois que cette question est sans doute un des défis de civilisation les plus importants que nous aurons à résoudre. Et c'est cet aspect des choses que je voudrais ajouter. En effet, on a une situation quand même très paradoxale, c'est qu'aujourd'hui en France, le taux de chômage des plus de 50 ans est l'un des plus élevés d'Europe. Et en même temps, on a à faire face au financement des retraites. Et je l'ai montré tout à l'heure, si on remet 3 millions de Français au travail, non seulement on rééquilibre les comptes sociaux, mais on dégage des excédents. Donc on voit bien qu'on en revient à la logique que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire un progrès social en matière de retraite. Et vraiment, là, je voudrais insister sur le trop faible pouvoir d'achat des petites retraites qui font aujourd'hui basculer des millions de petits retraités dans la précarité. Et ça sera une de mes priorités si je suis élu, de la revalorisation du pouvoir d'achat des petites retraites. Et en même temps, avec cet allongement de la durée de vie, qui est aussi un formidable progrès social, puisque c'est aussi les conséquences du progrès de la médecine, et l'entrée dans le 4e âge dépendant de Français de plus en plus nombreux, nous avons un défi considérable à relever. Il va falloir parier sur les progrès de la santé, les progrès de la médecine, et moi je suis plutôt optimiste de ce point de vue, même si l'on voit le malheur de très nombreuses familles qui doivent faire face aux maladies d'Alzheimer et pour lesquelles il n'y a pas de structure d'accueil suffisante. C'est un drame intime chez de nombreuses familles françaises, qui repose d'ailleurs essentiellement sur les femmes, je tiens à le dire, puisqu'on évoquait tout à l'heure la question des inégalités hommes-femmes. Et s'il n'y avait pas ce réseau bénévole de solidarité, nous aurions encore des difficultés beaucoup plus graves. Et donc le débat de fond que l'on doit avoir, que l'on doit ouvrir dans notre pays, c'est aussi la répartition du temps de travail tout au long de la vie, par rapport à l'allongement de la durée de vie et par rapport à l'amélioration aussi de la qualité de la vie. Sur la question de la santé, justement, vous venez de prononcer le mot Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, on s'aperçoit malgré tout qu'avec, c'est long, c'est compliqué, mais qu'avec ces réformes qui sont en cours, le parcours médical, le médecin traitant, les choses s'améliorent petit à petit. Le déficit de notre système de santé diminue. Est-ce qu'il faut détricoter ce qu'a fait la réforme d'Oust-Blazy ? Moi, je crois que le problème principal dans le domaine de la santé, ce sont les inégalités d'accès à la santé. Il y a des inégalités territoriales qui sont inadmissibles. Et moi, je suis favorable à la répartition géographique des étudiants en médecine lorsqu'ils sortent de l'université. Est-il tolérable que dans un département rural, il faille attendre plus d'1 an pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo? Je crois que ça n'est pas tolérable. Est-il tolérable que dans plein d'endroits du territoire, les femmes ne puissent plus accéder au service, au conseil d'un gynécologue? Ça n'est pas acceptable. Et donc je pense qu'à partir du moment où l'État, où la collectivité nationale a pris en charge ces études de médecine, il faut réfléchir et travailler à une meilleure répartition des médecins sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire par des méthodes directives ? Sans doute, comme d'autres professions.
peut-être pour une partie de leur carrière, mais en tout cas c'est une proposition précise que je fais parce que je pense que les Français... On va pas décourager encore plus les vocations qu'elles je ne crois pas. Je ne crois pas, au contraire, je pense qu'on forme insuffisamment de médecins compte tenu des besoins. Il y a des quartiers entiers urbains qui n'ont plus de médecins généralistes, des milieux ruraux qui n'ont plus de médecins ni généralistes ni spécialistes. Et en revanche, ce que l'on peut imaginer, puisque l'on ferme parallèlement, hélas, les petits hôpitaux ruraux, mais en même temps, c'est parce qu'il y a aussi un besoin d'accès à une médecine de plus en plus technique. Je crois qu'il y a... forcément non, parfois il y a une logique. Je pense qu'il faut réfléchir à l'évolution de ces hôpitaux ruraux, c'est-à-dire que ce soit des hôpitaux de services de proximité, notamment pour les personnes très âgées, que l'on peut ainsi maintenir à domicile, donc c'est à la fois plus humain et en même temps plus protecteur. Et donc il y a une réflexion à faire sur l'évolution des structures médicales pour mettre davantage en adéquation les besoins et les offres de services médicaux. Et je voudrais faire une observation aussi sur le besoin des familles et des familles modestes par rapport aux médecins. Moi, je suis favorable parce que quand on voit, on a beaucoup reproché à un moment, vous savez, lors de l'épidémie de grippe, on a beaucoup reproché aux familles de venir aux urgences des hôpitaux. Mais pourquoi les familles viennent aux urgences des hôpitaux? Parce que c'est gratuit et parce qu'elles sont reçues tout de suite. Et je pense qu'il faut réinventer de nouvelles structures de santé dans les quartiers. Alors, elles sont à imaginer avec des médecins salariés. Je pense qu'il y a des médecins qui seraient favorables à un statut de salarié pour offrir la médecine au long cours, gratuite pour les actes les plus élémentaires de la vie, et notamment pour la médecine des enfants, par exemple. Je crois qu'il faut une médecine gratuite de proximité dans ce qu'on appelait autrefois des dispensaires, qu'il faudrait sans doute moderniser, mais dans des maisons de santé. Et nous en faisons d'ailleurs dans les régions rurales qui subissent la désertification rurale. Nous rouvrons des maisons de santé avec des personnels médicaux diversifiés, avec un service de secrétariat commun, ce qui permet aux populations modestes les plus éloignées du service médical, enfin d'y accéder. Donc je crois que dans ce domaine-là aussi, l'imagination est permise. Et vous pensez que cette approche locale, expérimentale, elle permet de résoudre l'équation financière de la dépense de santé ? Oui, parce que plus on rapproche la médecine des citoyens, plus on peut mettre en place des actions de prévention. Et je crois que la médecine serait beaucoup moins coûteuse s'il y avait des actions de prévention. Et je pense en particulier à l'école, où il y a aujourd'hui une vraie carence dans le domaine du nombre de médecins scolaires et d'infirmières scolaires. Et dans tous les pays d'Europe, il y a par exemple des actions de prévention sur les soins dentaires, sur les yeux, sur l'alimentation, sur la lutte contre l'obésité. Et donc ces actions de prévention qui sont très efficaces et qui permettent en plus un dialogue pédagogique entre des adultes référents et des enfants est aussi une des clés de la réponse au financement de la branche maladie. Ségolène Royal, c'est vous qui allez conclure cette séquence. On parle beaucoup de bouclier logement au Parti socialiste sur cette question du logement. Est-ce que vous la reprenez à votre compte? Et puis est-ce que vous avez votre propre proposition en la matière? Oui, bien sûr. Le projet socialiste, comme ça vient d'être dit, est très complet sur cette question. Et Dominique et Laurent l'ont été également. Donc je crois que... Laurent Fabius a parlé du rôle des préfets, notamment. Bien sûr, c'est-à-dire que l'État doit se substituer aux communes qui ne respectent pas la loi. C'est vrai dans d'autres domaines. Dans celui-ci, ça peut être le cas. Le bouclier logement, c'est l'engagement selon lequel personne ne doit dépenser plus de 25% de son revenu pour se loger. On en est loin, vu la hausse du prix du logement, la spéculation foncière et immobilière sur le logement. Le logement, c'est le droit fondamental à la dignité, bien sûr, à l'indépendance. Et puis c'est le droit fondamental à créer une famille, à construire une famille. Et aujourd'hui, dans les angoisses sur la baisse du niveau de vie, l'angoisse des parents par rapport à la génération future, c'est non seulement de constater que le diplôme ne conduit plus forcément au métier, mais qu'ensuite, même avec un métier, les jeunes ont du mal à se loger. Donc c'est aussi une dynamique économique qui est freinée, car quand un jeune ne se loge pas, il ne peut pas se projeter dans l'avenir par la création à son tour d'une famille qui va transmettre à la génération future des moyens de construire sa vie. Et donc j'aurais moi peut-être deux observations complémentaires à faire, parce que des souvent observations et puis des propositions concrètes à faire. Le logement est souvent doublé, le prix du loyer est souvent doublé par le prix des charges.
Et on voit dans certains quartiers le prix des charges qui est équivalent à un prix du loyer. Et la proposition que je ferai, c'est que désormais, plus aucun permis de construire ne soit délivré sans que soient obligatoirement intégrées les installations en énergie renouvelable et en récupérateur d'eau pluviale. Et quand on fait cela, on l'a fait à La Rochelle dans certains quartiers sociaux, c'est 40 à 50% de baisse des charges que l'on obtient grâce à l'énergie solaire, la filière bois, la géothermie. Et donc il n'est pas pensable, alors qu'aujourd'hui la France ne respecte pas le protocole de Kyoto, qu'il y ait encore des permis de construire donnés, délivrés, sans cette obligation. Ça, c'est important et c'est concret, mais est-ce qu'en même temps, ce n'est pas un aspect limité par rapport à l'ampleur du défi quantitatif du logement? Mais je pense que c'est essentiel pour le pouvoir d'achat des gens, le niveau des charges. Et en plus, ça rejoint les préoccupations qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en plus, vous déclenchez des filières de production économique, des marchés solvables, et donc des emplois et des activités. On est dans la valeur ajoutée environnementale que j'évoquais tout à l'heure, et en même temps dans l'amélioration du bien-être. Et la deuxième proposition que j'aurais à faire pour faciliter l'accès à la propriété, sous réserve que ce soit discuté avec les bailleurs sociaux, c'est que les familles qui paieraient leur loyer et leurs charges sans accroc, voire parfois avec certaines négociations au cas d'accroc passager, sans accroc pendant une certaine durée, 10 ans, 15 ans, puissent devenir propriétaires de leur logement. Parce que je pense que ça permet à la fois de récompenser l'effort qui est fait pour payer régulièrement son loyer et en même temps de permettre à des familles de constituer un patrimoine. On arrive au moment de la conclusion. Et très franchement, je voudrais savoir, on vous a entendu, vous avez débattu courtoisement, certes, mais aujourd'hui, pour faire comprendre aux militants socialistes et au-delà aux Français qui vont devoir choisir ce qui vous différencie, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous différencie les uns les autres. Et Royal, pour conclure, ce qui fait votre différence? Ce qui fait ma différence, c'est déjà aux autres de le dire. On est parfois peut-être les plus mal placés. En tout cas, il y en a une qui est visible, sur laquelle je n'insisterai pas. Moi, mon souhait, c'est d'incarner... C'est bien qu'il y ait un peu une touche d'humour aussi pour la fin de cette émission. Ce que je souhaite, c'est incarner un désir d'avenir. C'est que la France se dise qu'elle a plein de talents et qu'aujourd'hui, ces talents sont parfois verrouillés. Et que si elle veut saisir toutes ses chances, elle a le droit d'avoir confiance en elle. Ce que je veux dire aux Français aussi, c'est qu'il va falloir faire une nouvelle donne avec les jeunes. Je crois que les jeunes sont la force aujourd'hui de notre pays, d'où qu'ils viennent. Il va falloir que l'État fonctionne bien, que la nation justement reconnaisse comme légitimes tous ses enfants, quels qu'ils soient et où qu'ils habitent, et qu'on cesse de parler de première, deuxième, troisième génération, comme s'il y avait certains Français de souche et d'autres de feuillage ou de branchage. Et c'est ce qui fait la force de notre pays, cette diversité qu'il va falloir reconnaître. Ce que je veux dire aux Français aussi, c'est que l'on ne s'en sortira pas tout seul et que nous devons réussir à réduire les écarts entre les pays pauvres et les pays riches. Nous n'avons pas abordé ce problème, mais le droit d'accès des plus pauvres aux biens publics mondiaux que sont la paix, la santé, la protection de l'environnement, l'eau saine, la lutte contre les maladies, je crois que c'est cela aussi qui fait notre avenir. Alors si nous faisons confiance à notre énergie, si nous pensons que la justice sociale et que la démocratie, notamment la démocratie participative, sont aussi une des conditions de l'efficacité économique. C'est ce que j'ai essayé de démontrer et de prouver ce soir. Alors je crois que la France saura se redresser et croire à nouveau en elle-même.